souhaité organiser cette soirée autour de la réforme du titre 4 qui concerne la prise en charge des fauteuils roulants manuels électriques, des scooters, des tricycles et des aides techniques à la posture. C'est une réforme importante puisqu'elle va modifier profondément nos pratiques et impacter également le parcours de soins des utilisateurs. L'idée, c'était de réunir tous les acteurs du secteur, les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes, les médecins MPR, les médecins, les infirmiers, pour qu'on puisse échanger, comprendre ce qui va changer et surtout renforcer la cohésion entre nous. Cette soirée, c'était aussi l'occasion de créer du lien, d'harmoniser nos pratiques et d'organiser un vrai parcours coordonné autour des personnes qu'on accompagne. Cette réforme apporte plusieurs grands changements. D'abord, la tarification évolue puisque les dispositifs seront désormais pris en charge directement et intégralement par la sécurité sociale. Il n'y aura donc plus besoin de chercher plusieurs financements comme auparavant auprès de la mutuelle, la MDPH ou d'autres organismes. Ensuite, la configuration du matériel et les procédures administratives changent aussi. Les documents à fournir, les validations d'appareillage, tout ça sera différent. Et il faut qu'on soit tous bien au clair pour ne pas ralentir la procédure de prise en charge. Au fond, ce que je voulais à travers cette soirée, c'était qu'on garde un fil conducteur commun qui est l'usager et le patient. Que malgré les changements, on continue à garantir la fluidité, la qualité et la cohérence du parcours de soins. Et ce que je retiens de cette soirée, c'est vraiment la volonté d'avancer ensemble, de comprendre cette réforme et d'en faire une opportunité pour améliorer encore notre travail collectif, toujours au service des utilisateurs. Aujourd'hui, pour représenter un peu l'entreprise, donc notre équipe compte 8 collaborateurs. Chacun investit dans l'oxygénothérapie, le traitement de l'apnée du sommeil, le retour et le maintien à domicile, l'équipement des collectivités et le handicap. Voilà, c'est une taille d'entreprise qui nous convient. Voilà. Et nous espérons bien sûr que vous appréciez notre façon de travailler. Nous tenons à nous entourer de partenaires fiables et expérimentés, dont certains sont là ce soir. Donc un grand merci à Laurent de la société Sunrise Medical, à Jonathan de Mire France, la société Mire France, et à Christophe Martin, qui est dans le public, et qui représente la société Physipro. Voilà. Donc nous sommes la Méridienne Médicale, nous sommes membres du réseau Médicalliance. Voilà, c'est un réseau national qui compte aujourd'hui 350 magasins, représentés ce soir par son directeur, Hervé, et par son animateur, Pierre. Voilà, je tiens à les remercier plus particulièrement pour leur accompagnement tout au long de l'évolution de nos métiers. Parce que là, ce soir, Pierre me soulage de vous présenter cette réforme. C'est super, mais il faut savoir qu'ils sont là, derrière nous, présents, quand on a des questionnements, quels qu'ils soient, d'un point de vue, de n'importe quel point de vue. En fait, ils nous épaulent vraiment et c'est vraiment très agréable de faire partie d'un réseau actif comme ça pour des petits indépendants comme nous. Ça nous permet de nous appuyer sur quelqu'un. Voilà, et du coup, je leur laisse la parole dans la présentation de cette réforme. Merci Javi. On va laisser la parole à Pierre qui maîtrise le sujet pour dire deux mots sur Médicalliance, sans prendre la tête là-dessus, mais on est un réseau, donc effectivement on a 350 contrats adhérents, donc ça représente 520 points de vente, magasins, structures indépendantes comme la Méridienne Médicale en France et en Dromcom. Et donc c'est vrai que nous ça fait un an qu'on bosse un peu plus, mais qu'on bosse déjà sur cette réforme. On a regroupé certains de nos adhérents chez des fournisseurs, notamment chez Laurent, à Bilbao, chez Sunrise Medical, entre autres. Et donc c'est vrai que c'est une réforme qui impacte, on est tous dans ce métier depuis 10-20 ans,
qui va impacter la suite. Et donc c'est important d'y attacher du temps. Donc un grand merci à Jérémy, Jean et les équipes pour de nous donner la chance de vous rencontrer. Pierre, je crois que tu as dû voir, on comptait tout à l'heure, on est pas loin de 400-500 prescripteurs. Ouais. Donc en Ile-de-France, en Bretagne, un petit peu de partout. Moi j'étais en Alsace la semaine dernière, donc c'est important pour nous de le faire parce que ça nous permet de vous rencontrer, même si vous êtes en contact avec nos adhérents, mais c'est important. Donc je laisse la parole à Pierre qui va présenter tout ça. Ouais. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, on va faire un peu cette réunion, je dis d'information, hein, c'est pas une formation. Le but, c'est un peu de vous décrypter ce texte et cette réforme qui va effectivement changer l'univers du VPH dans les modalités de prescription, la classification. D'ailleurs, j'attire votre attention, vous avez dû recevoir et vous avez dans votre pochette votre future Bible, puisqu'on va rentrer dans le vif du sujet, mais cette réforme, elle commence déjà par une reclassification des catégories de VPH. Et donc, vous n'entendrez plus demain parler de fauteuil roulant, dossier inclinable, dossier fixe, de fauteuil roulant électrique A2, A1, A0, tout ça disparaîtra au 1er décembre. Donc, c'est des nouveaux acronymes, et je vous invite à regarder ce document, puisque moi, tout au long de la présentation, je vais vous familiariser avec ça, je vais parler que des acronymes. Bien sûr que je vais vous indiquer les modèles qui rentreraient dans ces différentes catégories de fauteuils et de VPH, puisqu'il n'y a pas que les fauteuils, il y a les scooters, il y a les tricycles, il y a les poussettes. Donc l'idée, voilà, c'est de vous d'avoir mâché ce travail, d'avoir lu ce décret et de vous le traduire plus simplement. Bon, pour la petite info, pour savoir qui je suis aussi, effectivement chez Médicalliance, on a tous un passé, mais j'ai été 10 ans prestataire sur Bordeaux, je m'occupais du centre SCLA d'Aquitaine, l'AFM, des IEM. J'ai été chez un fabricant confrère de Sunrise qui est Invecare, on peut le citer quand même malgré tout. Donc on va dire que j'ai quand même une vision du métier qui est assez vaste, et maintenant Médicalliance en support de tous les magasins qui auront besoin d'infos, d'ordre réglementaire, pratico métier ou plein de choses comme ça. Donc la nouvelle classification, vous l'avez là. Et effectivement, les fauteuils vont rentrer dans ces différentes cases. Donc maintenant, c'est aux fabricants de communiquer au fur et à mesure les fauteuils qui vont rentrer dedans. Moi, ce soir, je vais vous en indiquer déjà quelques-uns. Et on va commencer déjà, première chose, une refonte de cette réforme. Elle commence déjà par la location. Je vous dis de suite, oubliez la location telle qu'on la pratique à l'heure actuelle, dans certains cas, qui est par exemple de louer temporairement un fauteuil pour un essai ou le temps d'avoir un fauteuil. Demain, vous ne pourrez plus faire ça. Le but de la location, il n'est pas là. Je rappelle aussi une chose, le but de cette réforme, le but premier, c'était quand même de faire des économies. Il faut remettre dans le contexte. C'est pas le fauteuil gratuit pour tous, c'est une chose. Le but premier de cette réforme fauteuil, c'était de faire des économies. Vous aurez toujours de la location et on va commencer. Donc effectivement, vous avez d'abord un premier type de location qui sera possible. Vous entendrez parler de ce qu'on appelle une location courte durée, qui sera faite pour une durée maximum de 6 mois. Alors, il faut savoir qu'il y a, mine de rien, ce décret qui est paru le 6 février de cette année au journal officiel, pour une mise en application au 1er décembre. Donc, entre le 6 février et le 1er décembre, il y a quand même eu des annexes modificatrices de ce décret. Donc, si vous allez voir le décret, il n'a jamais été modifié, mais il y a des annexes modificatrices, notamment une sur cette location courte durée où ils disent maximum 6 mois. Et effectivement, on va voir ensemble les fauteuils, donc les catégories concernées par cette location courte durée. Ils ont émis la possibilité de prolonger de 3 mois cette location, mais au bout de cette durée de 6 ou 9 mois, il faut savoir une chose, votre patient n'aura pas la possibilité d'avoir une autre séquence de location d'un fauteuil ou même l'achat. Le texte précise bien une chose, il y a une carence de 1 an pour toute autre prise en charge. C'est-à-dire que demain, un patient qui arriverait possiblement déjà avec une location courte durée, vous pouvez vous dire que cette personne, elle est un peu condamnée à, on verra après la possibilité au bout de ces 6 mois, condamnée soit à acheter son fauteuil, soit à le rendre parce qu'elle n'en a plus besoin. On est vraiment dans le cadre d'une courte durée. Ça va s'adresser à une jambe cassée, une entorse, voilà, une récupération court terme, mais on ne fera plus des locations qui durent dans le temps.
Et surtout, la pénalité, c'est pour le patient, vous allez le pénaliser. Si vous démarrez là-dessus dans l'optique d'attendre son fauteuil, ben, techniquement, à la fin, il ne pourra pas acheter un autre fauteuil. On passera sur une option d'achat. Quand je parle de quels fauteuils sont concernés dans la location courte durée, quand on parle des FMP, fauteuils roulants manuels non modulaires à pousser ou à propulsion manuelle, en gros, ils intègrent dedans les types de fauteuils Stylix de Sunrise, l'Action 2 d'Inveker, le D200 de Vermeuren. Ce sont des produits qui rentrent dans ces catégories, les fauteuils un petit peu basiques. Vous allez aussi trouver des fauteuils de transfert ou de transit. L'Action 2 Transit Light, le Bobby Evo, par exemple, de chez Vermeuren, rentre dans ces catégories, ils rentrent dans les specs. Oui, on appelle ça des specs, en fait, c'est-à-dire que dans ces nouvelles catégories, en fait, il est exigé des spécifications techniques pour que le produit rentre et soit inscrit dans telle ou telle catégorie. Donc c'est le travail que font tous les fabricants à l'heure actuelle, c'est de voir les specs exigés dans telle ou telle catégorie pour dire que mon fauteuil va pouvoir rentrer dans telle ou telle catégorie. Donc c'est pour ça qu'on va reclassifier tout ça. Dans les FMPR, en fait, on va retrouver ce qu'on appelle des non modulaires base rigide. Ça va être type Clematis ou Sunrise m'avait donné un modèle tout à l'heure, mais je ne l'ai plus en tête. Laurent, si tu veux. Il est sorti. Ah, il est sorti. Bon, je sais qu'ils en ont un autre aussi là-dessus, mais ça va être l'Innovis, Clematis, des fauteuils très basiques là-dessus, et notamment les versions stock. Le FRM, c'est là où on va retrouver classiquement le Stylix Ultra, l'Action 3, le V500, rentre dans les catégories des FRM. Donc c'est la première catégorie, on le verra après, de ce qu'on appelle la grande classe des fauteuils modulaires. Si vous regardez, vous avez les non modulaires et modulaires, et ça rentre dans une première classe. On y reviendra plus tard sur ce sujet-là. Et les FRE, ce sont les fauteuils roulants électriques, et on verra aussi qu'il y a différentes catégories. Clairement, la location courte durée d'un fauteuil roulant électrique, on le verra, j'y vois peu d'intérêt déjà d'un point de vue pratico-pratique. La location courte durée, elle est faite pour l'avoir rapidement, et on voit déjà que la prescription pour avoir à la location courte durée un fauteuil roulant électrique, ben on passe par une équipe pluridisciplinaire, MPR, et un accord préalable est exigé pour avoir en courte durée un fauteuil électrique à la location, sachant que, à terme, au bout de ces 6 mois ou de ces 9 mois de location courte durée, ben la personne aura, si elle veut un autre modèle, ça ne sera pas possible. Il y aura une carence d'1 an. Donc oui, seule possibilité pour toute prise en charge d'un autre VPH à la location ou à l'achat. Je vais donner un exemple simple. La personne démarre une location courte durée d'un Action 3. Cette personne, au bout de ces 6 mois, a besoin de manière prolongée un fauteuil. Ben, on ne peut pas acheter un autre fauteuil, on ne peut pas acheter un Action 3 neuf, on ne peut pas acheter un Stylix Ultra. La seule solution pour cette personne, si elle en a besoin de manière prolongée au-delà de ce délai-là accordé, c'est l'option d'achat du fauteuil qui est loué. Même si c'est que 3 mois. Ben, si c'est que 3 mois, tant mieux, c'est 3 mois. C'est maximum 6 mois, voire 9 mois. Mais si c'est court terme... Il y a 3 mois de location pour un achat au bout de 3 mois, on reste sur le même fauteuil avec 1 an 40. J'ai pas compris. Si la personne veut au bout de 3 mois acheter un fauteuil. Ah oui, vous pouvez pas. En fait, c'est voilà, un capital maximum de 6 mois. Si vous l'arrêtez avant, bon, il y a peu d'intérêt. Ça reste sur autant aller sur les 6 mois et faire une option d'achat. Elle n'aura pas plus de solutions à s'arrêter avant. Et même si elle s'arrête au bout d'1 mois, ça n'autorise pas l'achat ou de partir sur une catégorie, même de changer de catégorie. Le texte précise que l'on ne peut pas changer. Autre exemple, on démarre sur par exemple un Action 2 ou un fauteuil de transfert. Au bout de 3 mois, on se dit finalement pourquoi pas partir sur une multiposition, à dire type Clematis, Innovis, ce n'est pas possible. La personne est condamnée, entre guillemets, il faut dire le mot, elle est condamnée à rester sur le fauteuil qui lui a été attribué au moment de la location courte durée, dans la catégorie. Alors après, comme je vous l'ai dit, dans ces catégories, il y a différents modèles ou différents aspects, mais ça restera dans la même catégorie et cette nouvelle catégorie-là. Là, 6 mois avant leur réforme, ils devront passer sur une option d'achat si ce n'est pas fait avant le 1er décembre. Oui. Oui. On a une année de battement. Alors, la seule année de battement, et là je viens d'avoir, ça a été précisé là, je viens d'avoir les dernières infos, c'est pour ça que je fais une visio complète, nous, le 20 octobre. En fait, la transition qui est prévue pour les prestataires et pour les patients, en fait, elle va s'appliquer surtout aux locations qui ont plus de 52 semaines. Donc les locations long terme. Et encore, il y aura une possibilité d'une transition de 2 ans, à condition que le fauteuil
qui est mis en location soit conforme à cette nouvelle nomenclature. Je donne un exemple simple. Donc j'ai eu l'info du fournisseur dont Inveker, on peut dire comme ça, mais l'action 2 d'Inveker est conforme à cette catégorie-là depuis juillet 2022. Possiblement, votre patient, Jérémy, a une action 2 avant juillet 2022, techniquement, il ne rentre pas dans cette catégorie-là. Donc il n'aurait pas la possibilité de faire 2 ans de prolongation, mais 1 an. Car il n'est pas conforme à cette nouvelle classification-là. Oui, c'est du travail pour les fabricants, c'est du travail pour les prestataires. C'est un enjeu économique, ça veut dire que eux, une bonne partie de leur parc, vous l'avez compris, il ne sert plus à rien. Donc c'est de l'investissement qui parfois peut être perdu. Donc oui, c'est un vrai sujet. Et on verra que les fabricants aussi ont des contraintes, comme nous, mais ils auront des contraintes économiques derrière. Si on aborde le sujet de qui peut prescrire une location courte durée, parce que ça aussi, vous êtes là aussi pour ça, j'imagine. Donc sur tout ce qui est catégorie, on le voit, fauteuil roulant manuel, donc je répète FMP, type Stylix, type Action 2, type D200 ou fauteuil de transfert. Les FMPR, pareil, l'Innovis, Clematis, ces produits-là basiques de multiposition, et les FRM type Action 3, Stylix Ultra, V500, mais ça reste du généraliste. De l'ergothérapeute, le texte stipule que l'ergothérapeute peut être en centre ou libéral pour faire la prescription. Ou même un kiné peut faire la prescription d'une location courte durée. Par contre, concernant les fauteuils roulants électriques pour une location courte durée, on passe par une équipe pluri, MPR et un accord préalable. MPR, au sens du décret, une équipe pluri au sens du décret, pardon, elle doit être constituée d'un MPR et d'un ergothérapeute. C'est tout ce qui est précisé, comme à l'heure actuelle. En présentiel. Alors, déjà, la visio-consultation n'est pas valable dans le décret. Ensuite, techniquement, dans l'équipe, il ne stipule pas qu'elle soit dans le même établissement. Donc si on arrive, entre guillemets, j'ai envie de dire, comment on arrive à prouver que l'ergo et le MPR n'étaient pas ensemble au moment de l'évaluation. On se doute qu'il y a beaucoup de centres où il n'y a pas un MPR permanent, ou parfois un peu à distance, et qu'il y a un échange qui est fait par mail ou des choses comme ça. Le décret ne le stipule pas, c'est pas clarifié là-dessus. Pour reconstituer une équipe pluridisciplinaire, un MPR, un ergo, il n'y a pas obligation qu'ils soient dans le même centre, c'est pas écrit dessus en fait. Voilà pour la location courte durée. C'est bizarre, il y a beaucoup moins de discussions. Là. Tout à l'heure, ça parlait bien, mais là... Ouais, c'est pas moi qui ai fait le texte. Hein. Je suis là pour vous l'expliquer et vous dire ce qu'il en est demain. Donc, d'être vigilant là-dessus. Pardon, par rapport aux prescriptions de la première catégorie FMP, FMPR ou FRM, nous, par exemple, on bosse en IEM. Donc les jeunes peuvent être hospitalisés pour une courte durée le chirurto par exemple. Et en fait il y a des fois où actuellement ils ont une loc qui est mise en place par le CHU. Ils reviennent avec, ça ne convient pas du tout aux besoins du quotidien pour pouvoir faire manger l'enfant. Donc c'est passé sur une autre loc. Donc là, à ce moment-là, on sera assez foutu. Est-ce que ça sera dans quel sens ça va pouvoir fonctionner en fait? Est-ce que ça va être au centre de prêter au CHU de dire je fais vraiment l'étude de cas des besoins du jeune pour répondre à la LCD correctement? Ou est-ce que je m'en charge pas mais du coup il n'est pas installé en attendant qu'il rentre chez lui? De toute façon, on va être confronté à des changements même d'habitude dans les centres. J'ai fait Paris, il y a des centres, ils ont dit nous on va devoir s'équiper d'un minimum de fauteuils pour pouvoir prêter, tester des choses comme ça. Puisqu'on ne pourra pas lancer de remboursement et de location courte durée. En fait, c'est-à-dire que ça va suivre le patient. C'est dans le dossier du patient à la caisse. Dès lors que va démarrer le forfait, un code sécu d'une location courte durée, votre patient est coincé. Alors oui, il y aura toujours des dérogations avec un argumentaire médical expliquant que ce patient finalement il a évolué, tout ça. Mais on va rentrer dans des argumentaires qui vont être très lourds, sans certitude à la fin qu'il y ait une prise en charge quelconque. Alors après c'est objectivé, par exemple le texte il précise une chose, si je peux vous rassurer sur un truc, comme c'est de la courte durée, ça peut être une jambe cassée. Je prends souvent cet exemple-là, la personne part l'hiver au ski, se casse la jambe gauche, et 8 mois après fait du roller et se casse la jambe droite. Comme c'est objectivé que ce n'est pas la même cause qui a créé la location courte durée, vous allez pouvoir refaire une séquence de location courte durée dans ce cadre-là.
Bon, bien sûr, il faudra toujours objectiver le fait que ce n'est pas la même jambe qui a occasionné la première location de courte durée. C'est dans le texte, il précise. Voilà. Mais ça ne change pas la location de courte durée. Nous, on a des enfants qui sont opérés à 6 mois d'écart. Et bah, du coup, c'est pour la même raison. souvent. Donc non, ok. vous êtes bloqué. Clairement, oui. L'objectif voilà, de cette réforme, c'est vraiment, là, sur la location, du moins, on n'est vraiment pas fait pour ce que l'on fait à l'heure actuelle. Il faut dire ce qui est, on n'utilise pas la location dans beaucoup de cas, dans ce cadre de location court terme. C'est souvent vrai, enfin c'est du court terme temporaire, mais pour aller sur un fauteuil qui va durer. Là, c'est vraiment du court terme pour vraiment, c'est vraiment un accident de la vie. Hein. Je dis souvent, les entorses, jambes cassées, ça va vraiment s'adresser à ça. Hein. Si on sait que ça va durer dans le temps, on oublie la location courte durée. Voilà, j'ai que ça à vous conseiller. Il y a quand même une possibilité de ce qu'on appelle une location longue durée. Donc celle-ci est faite pour une durée de 5 ans. Il n'y a pas de notion de carence quand on arrête, ces choses-là. Par contre, si vous regardez, elle concerne d'autres catégories de fauteuils. Et ça démarre par exemple sur ce qu'on appelle les FRMP, donc c'est les fauteuils roulants modulaires multipositions. Là, vous allez avoir du Neti, du Dahlia, de l'Azalea, c'est des produits comme ça. Les FRMV, donc c'est assez simplement les manuels de verticalisation. Les FREP, ça aussi c'est un nouveau terme que vous allez entendre. Donc c'est les fauteuils roulants électriques multipositions, c'est à peu près l'équivalent de vos AA2 actuels. Plus optionnés, plus accessoirisés, mais c'est l'équivalent de vos AA2, donc multipositions en électrique. Les FREV, donc les fauteuils roulants électriques de verticalisation, et la poussette MRE, poussette multiréglable évolutive, est aussi concernée par la location longue durée. Bon, ce qu'on peut noter quand même, c'est que même pour une location longue durée, par exemple d'un FRMP, donc possiblement un Neti, un Dahlia, ces produits-là, la prescription passe par une équipe pluridisciplinaire, MPR, et un accord préalable avant toute location longue durée. Donc c'est quand même quelque chose qui est particulier. L'autre chose, si vous voulez changer de catégorie, c'est possible. Par contre, il faut refaire tout le cursus d'évaluation du patient. Vous démarrez sur un fauteuil manuel multiposition, vous voulez passer sur un manuel de verticalisation, il faudra refaire l'évaluation. Et on verra que cette évaluation, demain, implique que vous remplissiez plus de documents. Et on le verra un petit peu plus tard. Sur cet aspect-là, ce que je veux aussi relever, c'est un aspect économique des choses. Comme je vous l'ai dit, ce sont des nouvelles classifications. Ça veut dire qu'il faut que les fauteuils soient conformes à cette nouvelle nomenclature, à cette nouvelle classification pour pouvoir être mis en place et que le prestataire puisse utiliser et avoir une location dessus, prise en charge. On parle d'une location, donc ça veut dire que c'est un forfait qui est, en l'occurrence là on peut le dire, de toute façon vous trouvez tout ce texte publiquement au journal officiel, mais c'est un forfait trimestriel. C'est-à-dire que demain on va demander au prestataire d'acheter par exemple un fauteuil roulant électrique multiposition ou un fauteuil roulant électrique de verticalisation. Donc il va le payer comme s'il avait vendu, seulement il n'est pas vendu, il va juste être loué. Avec un forfait trimestriel. Donc si on part sur une durée de 5 ans, oui, on va parler concrètement, c'est rentable. Mais si au bout de 6 mois, et ce qui peut être le cas, le patient, son besoin évolue. Il était sur un FREP électrique tout neuf, que Jérémy aura gentiment acheté parce qu'il a voulu rendre service aux patients et tout ça. Mais au bout de 6 mois, vous lui dites, non, on va vouloir changer. Maintenant, on va passer sur un FREV. Jérémy, tu peux me commander maintenant un nouveau fauteuil roulant électrique de verticalisation pour ce patient? Possiblement, il va le garder peut-être 6 mois et après, on va peut-être arrêter, on passera sur un achat d'un autre. Ce que je vous mets en évidence, c'est que certains prestataires, ne soyez pas étonnés que peut-être vous diront, moi je ne le fais pas. Parce que économiquement, c'est peut-être très difficile pour certains. Voilà, il n'y a pas d'obligation à le faire. Vous entendez souvent, je pense, des prestataires qui vous disent, moi je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Ils préfèrent ne pas y répondre parce que, je suis désolé de le dire, mais économiquement, ce n'est pas avec du parc existant. Très peu. Ils vont devoir acheter du parc neuf. On entend dire il a récupéré des fauteuils. Non, ça ne rentre pas forcément dans ce cadre-là. Même si le décret précise qu'à la location, il n'y a pas d'obligation de mettre un fauteuil neuf. C'est un fauteuil adapté au patient. Mais il précise qu'il soit conforme aux nouvelles exigences techniques demandées pour cette classification. Donc c'est un peu tordu. Voilà sur la location. Est-ce qu'il y avait des questions? Je ne vous ai pas perdu, c'est bon? Non? Est-ce que sur la location, tant qu'on est là-dessus, si vous avez des questions, on peut? Parce que là, après, on va passer sur l'achat. Et effectivement, je vais vous parler après de tout ce qui est adjonction et options et toutes ces choses-là, mais sur l'achat. Est-ce qu'il y a des garanties spéciales à la validation
Bah, de toute façon, on va passer sur la location longue durée et on a ce qu'on appelle l'équipe Pluri, MPR, donc il y a effectivement des essais pour la vente. Pour la vente. À la vente. Ils n'ont rien, pendant qu'il est mis en prix, ils n'ont rien. Hein. Ils le prêtent. Oui. Juste une question sur l'accord préalable de la location. Oui. C'est combien de temps? Alors, on va y venir parce que pour la vente, c'est la même chose. Le problème, on en a parlé un petit peu en off avec Jérémy et tout ça, vous voyez les deux qui sont inscrits. Alors, c'est-à-dire que dans le décret, il mentionne bien le décret de juin 2018 qui stipule que l'entente préalable, en fait, c'est un délai de 15 jours, voire 21 jours si le cas est difficile, dans lequel ils doivent apporter un refus. S'il n'y a pas de réponse apportée dans ce délai de 15 voire 21 jours, c'est considéré comme un accord. Ça, c'est ce qui est inscrit au décret du 6 février de la réforme VPH. Par contre, dans les communiqués ministériels, qui sont encore visibles sur le site du gouvernement, la ministre stipule une chose. Pour toute demande d'accord préalable, une réponse de la caisse dans un délai de 2 mois devra être formulée. Ouais. Mais ça, le problème, c'est que si on prend le décret, bah, c'est ce que l'on fait un peu à l'heure actuelle, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle. Si on prend les communiqués ministériels et qui sont toujours mis sur le site du gouvernement, bah, ils annoncent que pour un accord préalable, peu importe que ce soit devis, vente ou autre, bah, c'est un délai de 2 mois maximum de réponse de la caisse. Mais une réponse systématique de la caisse. C'est bien inscrit. Le prestataire il est en place. Il prête, il est gentil, il va prêter. Jérémy, ils vont prêter des fauteuils. Un genre. Non mais, ouais, honnêtement, oui, pour les prestataires, ça va devenir être compliqué. Le patient, ça va être compliqué. Vous aussi, ça va vraiment changer les habitudes. Ouais. La location sur une maison de retraite, on fait quoi? Comme aujourd'hui, c'est l'établissement qui doit mettre à disposition le matériel. Oui, mais vous ne les louez pas dans le cadre d'une prise en charge sécurité sociale. C'est l'établissement qui paye. Là, la réforme, elle est liée au remboursement de la sécurité sociale, donc une prise en charge sécurité sociale. Tout ce qui est EHPAD, d'ailleurs c'est la réforme des EHPAD de 2007 ou 2008 qui a commencé par les lits et vous devez, entre guillemets, l'établissement doit mettre à disposition le matériel pour les patients. Donc c'est des locations. Et là, par contre, il n'y a pas obligation d'avoir un fauteuil conforme à cette nouvelle nomenclature. Les fauteuils sont conformes pour être vendus, utilisés sur le marché. Par contre, dans le cas d'une prise en charge sécu, c'est là où intervient cette nouvelle classification. Avec le CERA qui aura validé les fauteuils et ces produits-là. Est-ce qu'il y a des questions sur la location? Et après, vous inquiétez pas, sur la vente, il y a un beau pavé aussi. On avance? Allez. Donc, qu'est-ce qui change sur les modalités de remboursement à l'achat des fauteuils? Donc, la première chose principale, c'est qu'on voit l'arrivée d'un prix limite de vente, donc un fameux PLV, qui n'est pas décorrélé de la base de remboursement. Concrètement, demain, un fauteuil va être remboursé 400 € par la sécurité sociale, son PLV, c'est 400 €. C'est pour ça que l'on arrête le reste à charge, donc les prises en charge mutuelles, les MDPH, tout ça, il n'y aura plus. En gros, je vous fais en simple, demain, soit un fauteuil rentre dans les nouvelles catégories de fauteuils et il est remboursé intégralement, ou il ne rentre pas, il n'est plus du tout remboursé. Il n'y a pas entre les deux. Ça n'existe plus. Le fauteuil gratuit pour tous, c'est la promesse politique. On verra avec quelles contraintes derrière ou pas, mais en tout cas, c'est l'objet. Ensuite, on retrouve toujours des adjonctions et des options qui sont liées au handicap avec une prise en charge. Vous pouvez avoir l'appui-tête, la tablette, tout un tas. Et on verra que quand même là-dessus, ils ont fait des améliorations. Il y a beaucoup plus d'adjonctions et d'options qui sont prises en charge demain. Mais pareil, on verra qu'elles sont soumises à un PLV. Et ensuite, tout ce qui est options qui ne sont pas remboursées dans le cadre d'un remboursement, par exemple l'appui-tête, qui est remboursé par la caisse avec un code spécifique. Si je devais prendre un exemple, je sais pas moi, un coloris, un porte-canne, voilà, ce sont peut-être des options qui ne sont pas forcément prises en charge par la caisse, pourront faire l'objet d'un devis à étudier au niveau de la caisse pour un remboursement. Donc vous verrez sur les fiches de mesure des fauteuils demain, en fait, vous verrez des options avec un prix, et au lieu d'avoir un code LPP ou un montant de remboursement, vous verrez écrit devis.
Et je rentre dans les détails un petit peu plus tard de ça. Ensuite, les fabricants, c'est là où il y a une contrainte. Il y avait jusqu'à maintenant un aspect technique pour inscrire les fauteuils dans un remboursement. Mais maintenant, les fabricants ont aussi un aspect économique, c'est-à-dire que le fauteuil va devoir rentrer dans les specs minimum exigés de telle ou telle catégorie, mais en plus, il ne pourra pas vendre son fauteuil plus qu'un certain prix. C'est pour ça que demain, il y a deux critères. Un aspect technique, il peut rentrer dedans, mais l'aspect économique, peut-être qu'il est trop cher, donc il ne peut pas le rentrer, donc il ne sera pas remboursé. Ou alors économiquement, il rentre, mais techniquement, il y a trop d'investissement à faire dessus. Ils vont le sortir des remboursements. Autre chose intéressante, là c'est bien stipulé que c'est un renouvellement tous les 5 ans pour tous les VPH. Hormis pour un patient de moins de 16 ans, on est sur un 3 ans pour le renouvellement. Mais il n'y a plus de questionnement sur le manuel, est-ce qu'on le renouvelle après la période de garantie de 2 ans ou quoi, c'est 5 ans. Les cumuls, assez simplement, donc les premières lignes c'est ce qui est possible de faire, on verra la dernière, je vais vous donner un peu plus de détails. La première, c'est un peu ce que l'on a à l'heure actuelle. La personne est sur un VPH type fauteuil roulant modulaire type StylX Ultra, veut avoir un fauteuil de sport, pour la pratique de sport, attention, un FRMS, pas un fauteuil actif, je parle. Un FRMS, c'est vraiment pour la pratique du sport, c'est possible. Et elle pourra également avoir à l'achat un fauteuil roulant manuel de verticalisation. Elle pourra avoir ces 3 fauteuils pris en charge. Ensuite, sur les tricycles, il est précisé que la personne pourra avoir un VPH manuel non modulaire et ou modulaire, puisqu'on verra la notion de grande classe juste après. Donc possiblement la personne qui a un tricycle pourrait avoir un StylX et un StylX Ultra. Les scooters, là il précise que la personne pourra avoir uniquement un VPH non modulaire. Donc si vous regardez, c'est les 2 premières lignes, donc c'est les FMP, type Action 2, StylX ou fauteuil de transfert, ou FMPR, par exemple un Innovis de Vermorel ou un Clematis. Je vous mets cette ligne, même si je vois peu l'intérêt de la location courte durée d'un FRE, sachant les modalités pour l'avoir. En courte durée, je parle. Donc, il est possible d'avoir une location courte durée d'un fauteuil roulant électrique, même si votre patient a à l'achat ou à la location longue durée un fauteuil roulant manuel. En gros, c'est ça. Hormis s'il a, on verra après, une assistance électrique à la propulsion, les fameuses AAP. Et ensuite, chose particulière, qui est l'article 4.2. En fait, le décret ne le dit pas dans ce sens-là, il le dit différemment. Il dit que l'on ne peut cumuler 2 VPH de même grande classe. J'attire votre attention sur ce petit document. Et en fait, la grande classe, vous regardez, c'est la 2e colonne. Donc, il y a la première famille des non modulaires avec la première classe des manuels FMP, FMPR. Et ensuite, vous avez les modulaires avec les grandes classes, donc modulaires manuels, les modulaires électriques, modulaires cycle, modulaires scooter. Donc en fait, les électriques et les manuels modulaires sont 2 grandes classes différentes, ce qui fait que, si je vous donne un exemple concret de modèle, la personne pourra avoir un VPH non modulaire manuel à l'achat, c'est-à-dire un fauteuil de transfert ou un fauteuil très basique. Et elle pourra également avoir à l'achat un fauteuil modulaire manuel, possiblement même un Quickie, un FRMC que l'on verra plus tard, un châssis pliant ou un Action 3 ou un Dahlia. Et elle pourra également avoir un fauteuil roulant électrique, puisqu'ils ne sont pas catégorisés dans la même grande classe. C'est l'article 4.2 du décret qui stipule cela. Et après les autres où l'on a les possibilités, c'est indiqué ici. Donc demain, oui, ça sera quand même plus simple d'une personne qui est sur un fauteuil roulant électrique où à l'heure actuelle, on jongle un petit peu en disant bon, on fait d'abord le manuel, après l'électrique, mais le jour du renouvellement, des fois ça coince. Alors une fois de plus, je parle en fonction des caisses, je ne sais pas ici comment ça fonctionne, mais je sais qu'il y a, j'ai la chance de partir partout en France, et il y a des caisses où c'est très compliqué de faire des cumuls de prise en charge à l'achat pour les VPH. Demain, ça sera quand même beaucoup plus souple. Donc ça, c'est quand même le bon côté. Ensuite, mine de rien, les prestataires, on a une forme de reconnaissance de notre activité qui est de dire qu'on n'est pas juste des livreurs et qu'on a une vraie prestation d'installation. Donc c'est ce fameux forfait de mise à disposition qui va permettre aux prestataires d'avoir un minimum de facturation. Alors attention, ça va de 100 à 370 €, tout pour faire les essais, les trajets, les réglages quand vous allez livrer. Ça, c'est des essais quand on commande le fauteuil, quand on installe. Voilà, c'est pour cette activité-là. Mais c'est toujours un minimum et une certaine reconnaissance.
Non, c'est la facturation, c'est sans prescription. Voilà. C'est la prestation des réglages que fait le prestataire, les repose-pieds, les accoudeurs, l'appui-tête. Non, mais par exemple, ceux qui vendent sur Internet, techniquement, ne peuvent pas le faire. Et le terme entente préalable est justement accord. De même passe vraiment accord préalable et c'est pour ça qu'il y a un peu ce... on entend et c'est la réalité, on entend parce que les deux sont toujours inscrits. Alors dans le décret, c'est ce que l'on fait maintenant et c'est ce qui devrait être valable. Dans les courriers ministériels, ils parlent de ces 2 mois maximum. Hein. On entend bien que ce n'est pas forcément ce qui va être appliqué. Voilà les grandes lignes. Et maintenant, le petit truc sympa pour vous. Bon, c'est administrativement parlant, mais là, ce sont ni plus ni moins que des impressions écran du décret. Ce n'est pas moi qui ai rédigé ça, j'ai pris que les textes. Et il précise une chose, donc le remboursement par l'assurance maladie du VPH, donc entre guillemets, que le fauteuil soit bien remboursé par la caisse, et donc en l'occurrence Jérémy soit réglé de son fauteuil, hors FMP, FMPR. Donc les premières catégories ne sont pas concernées par cette application-là. Et on en vient effectivement avec la réalisation des étapes du parcours, dont l'essai de 2 modèles sur une durée de 7 jours, ou 48 heures si le patient le désire. C'est-à-dire que le patient dit « moi je veux essayer que 48 heures mes VPH », c'est possible, c'est le minimum, mais si le patient veut que ça soit 48 heures, sinon c'est 7 jours s'il n'accorde pas ça. Dans son environnement, donc voilà, il n'y a pas de truc particulier. Et là c'est le petit truc pour vous, comme vous n'aviez pas grand-chose à faire, on s'est dit on va vous rajouter un petit peu de trucs à remplir. Donc il faudra transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie les pièces ci-après, et donc une petite fiche d'évaluation des besoins, remplissez bien le texte comme ça par le prescripteur, une fiche de préconisation, alors je pense que Jérémy vous l'a édité, sinon vous allez pouvoir la télécharger sur Google. C'est les 60 pages. C'est un petit truc, bon. Alors, entre nous, la fiche d'évaluation, vous le faisiez déjà. C'est juste que là, ça devient un document plus officiel qui va être transmis à la caisse. Donc, parce que pour la fiche d'évaluation, en fait, on l'a là. Les critères sont là. Donc, c'est les 4 critères principaux, le facteur personnel, l'âge du patient, toutes ces choses-là, la pathologie du patient, l'usage et activité. En fait, vous le faites déjà. C'est juste que demain, il faudra effectivement remplir, je ne vais pas dire proprement, mais du moins, il faudra suivre ça. Et j'ai même envie de vous dire, il va être très important de le faire parce que je rebondis rapidement sur quelque chose que je vais parler après, mais les options. À l'heure actuelle, pour avoir des options, on le stipule sur la prescription et on n'a pas eu à objectiver cette option en particulier, puisqu'elle est prise en charge. Demain, je vais donner un exemple, je vais vous dire, le lift est pris en charge demain. Par contre, si dans votre évaluation et dans votre préconisation, vous ne stipulez pas finalement que cette option était nécessaire, mais que vous la mettez sur la prescription, il y a des chances que ça puisse coincer un petit peu. Puisque ça va suivre, donc tout ça va être à transmettre à la caisse. Il y aura le certificat de validation de l'essai rempli par le distributeur. Nous, Médicalliance, justement, on mettra à disposition des adhérents un document en bonne et due forme, propre, pour pouvoir faire signer auprès des patients. Et ensuite, classique, bon de commande, devis et tout ça. Donc oui, vous avez cette petite fiche à remplir proprement de 60 pages. Alors, vous n'aurez pas 60 pages réellement, c'est-à-dire que vous avez les premières pages qui sont l'évaluation et qui sont en fait les interrogations classiques que vous aurez auprès du patient, et la préconisation, en fait, c'est en fonction des catégories de fauteuils que vous allez sélectionner. Donc oui, les premières fois, vous allez lire toutes les pages, et puis après, vous saurez qu'en fonction que si c'est un FRM, si c'est un FREP, si c'est un FRMC, vous irez directement sur la bonne page. Autre chose aussi, l'article 2 du décret du 6 février précise une chose, je vous le traduis, pas besoin de tout lire. En gros, si vous avez une prescription qui date d'avant le 1er décembre de cette année, on pourra utiliser les modalités de remboursement actuelles et les codes actuels. Alors, il est où l'intérêt? Alors, il peut y avoir un intérêt, par exemple, comme je vous l'ai dit, tous les fauteuils ne seront pas forcément tous pris en charge. Donc, ça peut être un garde-fou de se dire, ce patient a besoin de renouveler de fauteuil, où on a trouvé un fauteuil, autant faire les essais à avoir certitude que ce fauteuil lui convient. On a la prescription, au 1er décembre, entre guillemets, Jérémy pourra utiliser cette prescription pour avoir le fauteuil avec les anciennes modalités. Au 1er décembre, finalement, ce fauteuil est mieux remboursé. Il est toujours dans les catégories et il est un peu mieux remboursé
cette prescription ne sert pas à grand chose entre guillemets, il faudra juste une nouvelle prescription, mais au moins les essais et l'évaluation auront été faits. Il y aura juste à redemander une prescription avec le nouveau intitulé de la classe du fauteuil. Donc on n'est pas obligé de refaire des essais. Non. Par contre, je vous invite à minima de faire l'évaluation et tout ça, puisque ce sont au 1er décembre, si on veut utiliser les futurs codes et les nouvelles classifications et nouveaux remboursements, de transmettre ces documents-là. Donc vous pouvez le faire à l'heure actuelle, de toute façon, c'est un document que vous pouvez vous entraîner déjà à remplir à l'heure actuelle. La prescription, si elle est avant le 1er décembre, et que la mutuelle prend en charge, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'aujourd'hui vos patients payent des mutuelles, parfois cher, pour avoir des bons remboursements. Peut-être qu'il n'a même pas besoin d'attendre décembre pour avoir un fauteuil pris en charge intégralement, puisqu'on le sait qu'il y a des mutuelles quand même qui participent bien. Donc peut-être que le fauteuil sera déjà pris en charge, ce qui évitera aussi d'embouteiller un petit peu le mois de décembre. Parce que clairement, entre ceux qui disent moi j'attends décembre, les patients eux-mêmes qui disent moi j'attends décembre, des prescripteurs qui me disaient non, moi je vais attendre décembre parce que de toute façon tout va être pris en charge, il n'y a plus de dossier de financement et tout ça. Le problème c'est que vous allez vous retrouver à avoir ceux qui en décembre ont besoin d'un fauteuil parce qu'ils ont été hospitalisés à ce moment-là, et puis ceux des mois précédents qui ont dit moi j'attends. Donc je ne sais pas les MPR ce qu'ils ont prévu de faire comme horaire pendant les mois de décembre, janvier, février, mais à mon avis il va y avoir quelques horaires, il y aura quelques dépassements. Pas de 25 décembre. Les jours fériés, tout ça, ça y est. Non mais voilà, c'est mine de rien, c'est à prendre ça en considération, ça risque d'embouteiller un petit peu. Donc voilà, faites les démarches comme elles doivent être faites. Avec la bonne surprise, ça peut être pris en charge directement avec la mutuelle et il n'y a pas à s'embêter avec tout ce parcours-là. Dans son environnement, ça peut être, s'il est en EHPAD, ils disent en EHPAD, alors qu'il n'y a pas forcément une prise en charge, ils précisent. S'il est en centre et dans un centre, dans son domicile, ils précisent même que l'essai peut être effectué ça c'est l'annexe modificatrice du 20 juillet, chez le prestataire. Bon, je ne vois pas qu'on ne va pas passer 48 heures chez le prestataire, mais ils l'ont rajouté. Chez Jérémy, c'est très très bien. On se sent très très bien chez Jérémy. D'ailleurs, il va créer une chambre et tout, comme ça, il pourra répondre à ça. Non, mais c'est les textes officiels qui sont parfois très drôles. Chiants à traduire, mais très drôles. Maintenant, je vais vous parler par, justement, catégorie de fauteuils et rentrer un petit peu plus dans le détail avec quel type de prescripteurs pour, par exemple, les FMP, les FRM, les FRMS, c'est vous donner des modèles de fauteuils là-dessus. Donc, on rentre dans la première classe de fauteuils et famille de fauteuils. Donc, comme je vous l'ai dit, ce sont les VPH non modulaires, manuels. Et donc le FMP, le non modulaire à propulsion manuelle ou à pousser, c'est pour ça que vous aurez dessus des fauteuils de transfert. Et effectivement, arrive ce nouveau critère pour le fabricant, qui est un prix de cession. Donc c'est ce que je vous disais, demain, un fauteuil, pour que Sunrise rentre le Stylix demain, par exemple, dans cette catégorie FMP, lui, il va devoir voir si son fauteuil répond aux exigences techniques demandées pour cette catégorie. Tel type de hauteur sur le siège, temps de réglage, tel type de roue, tel type de toile, comme c'est à l'heure actuelle. Mais en plus, on va lui dire, mais ton fauteuil, tu ne pourras pas le vendre plus que 273 €. Alors, dans ces catégories-là, ça va, ça ne devrait pas poser de problème. Mais on va voir que dans d'autres catégories, peut-être qu'on se dit, c'est peut-être un peu plus compliqué. Le nouveau tarif en euros TTC affiché, donc ça, c'est la base de remboursement de la sécurité sociale. Et on le voit, le PLV est égal au montant du remboursement, donc il n'y a plus de dépassement. Demain, il n'y a plus de mutuelle, de MDPH. Le fauteuil qui rentre dans telle ou telle catégorie, il est remboursé intégralement. Voilà. Les FMPR, on y revient, donc c'est tout ce qui est Clématis, Innovis, les produits très basiques de multiposition. Donc c'est bien les assises rigides. Et là, les prescripteurs, assez simplement, donc médecin généraliste. Alors ils ne disent même pas médecin généraliste dans le décret, ils disent prescription médicale. Ouais. Donc en gros, tout le monde. Le texte précise dans cette catégorie prescription médicale. Alors je dis généraliste parce que finalement on s'adressera je pense plus à eux, mais prescription médicale c'est l'intitulé. Et l'ergothérapeute, comme je l'ai dit, qu'elle soit libérale ou en centre, pourra faire la prescription à l'achat de ces catégories-là. Ensuite on rentre dans l'autre famille des VPH modulaires manuels et donc une autre grande classe. Tous ces fauteuils sont considérés être dans une même grande classe, donc on ne pourra pas cumuler des fauteuils à l'achat dans cette catégorie-là. Par contre, on pourra cumuler à l'achat un fauteuil de la catégorie précédente qu'on a vue et un de ceux-là. Ça, c'est possible.
Et là, je vais vous donner les détails. Donc les FRM, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être tout ce qui est catégorie Stylix Ultra, Action 3, V500, donc les fauteuils un peu standards avec de la configuration. Les FRMC, comment vous dire? Là-dessus, vous allez trouver tous les châssis pliants, semi-actifs ou actifs qu'on trouvera du marché. Donc toute la gamme Quickie de chez Sunrise, la gamme Kucha, le Inveker pliant, un compact Attract, un compact, un champion rentre dans cette même catégorie. Voilà, on y trouve de tout. Mais ça sera la même prise en charge pour tous ces fauteuils. Et pourquoi ils rentrent dans cette catégorie? Je vais vous l'expliquer très rapidement. C'est la seule catégorie où ils peuvent rentrer, de par les spécifications techniques exigées. Vous allez me dire pourquoi ils ne les mettent pas dans les FRMA? En fait, ce qu'ils appellent, au sens du décret, les specs techniques exigés, pour être dans un FRMA, il faut que ça soit un cadre rigide. Sinon, il ne rentre pas dedans. Donc là, on va retrouver effectivement la gamme RGK de chez Sunrise qui rentre là-dedans. Ou ou un confrère, ça va être le Kucha, le KSL par exemple, d'Inveker. Donc c'est les cadres rigides. Ensuite, le FRMS, c'est les fauteuils pour la pratique du sport, donc qui a été indiqué pour une pratique du sport. Les FRMP, donc là, c'est les modulaires multipositions, donc les Neti ou Dahlia, donc des fauteuils avec beaucoup plus de configuration. Et les FRMV, assez simplement, les manuels de verticalisation, type Life. Vous avez des produits qui rentrent dedans. Donc oui, ça paraît compliqué, mais finalement, la classification permet de dissocier beaucoup plus les produits. Mais oui, il y a certains produits où, quand on voit le prix de cession, on se dit, mais comment il pourra rentrer là-dedans? Sachant qu'il va falloir combiner les specs techniques minimum exigés plus les prix de cession. Bon. A priori, la bonne surprise, c'est qu'ils arrivent quasiment tous à reclasser les produits actuels dans ces nouvelles familles. Ouais, parce que eux aussi, ça bouchonne. Vous, ça va bouchonner pour avoir les prescriptions, mais eux, ça bouchonne pour avoir le retour du Serra. Donc, vu que, en fait, c'est pas demain, j'ai mon fauteuil, j'ai mon RGK qui est là, je vais le passer demain, enfin, j'ai mon RGK actuel. Je sais qu'il rentre là-dedans, je l'inscris là. Non, c'est pas lui qui l'inscrit, c'est le Serra qui va dire moi je valide effectivement qu'il répond au spec technique. Donc il faut qu'ils attendent le retour et surtout un nouveau numéro, parce que normalement ils doivent avoir un nouveau numéro d'inscription pour leurs produits. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps. Les prescripteurs, donc les FRM ont sans doute assez classiquement mais médecins généralistes et ergothérapeutes. Néanmoins maintenant dans cette catégorie il faudra quand même la fiche d'évaluation et la fiche de préconisation à ajouter à la prescription. Et ensuite, on entendait beaucoup que tout allait passer devant une équipe pluridisciplinaire et tout ça. Non. On le voit même que les FRMC, donc les multiconfigurables, tous les châssis pliants, actifs ou semi-actifs, les FRMA, donc tous les cadres rigides, et les FRMP, les multipositions Dahlia Neti, eux vont passer par la prescription un MPR, un médecin DU appareillage ou un ergothérapeute pourra faire la prescription à l'achat de ces catégories. Finalement, les seuls fauteuils manuels qui nécessitent une équipe pluridisciplinaire, ce sont les fauteuils pour la pratique du sport et les fauteuils manuels de verticalisation. Il y en a une qui est déçue. Merde, chier. Merde. Putain, moi je fais que des vertiques, comment je fais? Non, du coup, il n'y a que ces deux catégories concernées par une équipe pluridisciplinaire. Et donc c'est là où on voit que l'ergothérapeute, mine de rien, rentre de plus en plus acteur de la prescription d'eux-mêmes, puisqu'on les met vraiment au cœur des prescriptions, sur ces catégories en l'occurrence. Les électriques, ne froncez pas les sourcils, c'est pas si compliqué que ça. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y a plus de notion d'A2, A1, A0. Mais en fait, on va se retrouver assez facilement. Il y a réellement 3 types de fauteuils électriques demain. Si vous regardez, on a ce qu'on appelle des FRE, des FREP et des FREV. Donc les FRE, assez simplement, c'est un peu l'équivalent de vos AA0 actuels en termes de configuration. Les FREP, on verra, c'est un peu vos A2, donc c'est les multipositions, bascule d'assise, inclinaison de dossier, toutes ces choses-là. Et les FREV, son nom l'indique bien, c'est les fauteuils électriques de verticalisation. La classification ABC, c'est en fait leur capacité en autonomie et en franchissement. Assez simplement, les catégories A, vous allez avoir des fauteuils plus d'intérieur, les catégories B, des mixtes intérieur-extérieur, et les catégories C, les fauteuils vraiment d'extérieur, dont Sunrise a des modèles. Il y en aura très peu dans les catégories C, honnêtement, sur le marché, parce que ce n'est pas que le franchissement. Parce que beaucoup croient que c'est le franchissement des 10 cm. Non, il y a aussi une notion d'autonomie des fauteuils, donc la batterie. Et donc là, effectivement, on peut voir des remboursements intéressants, mais bon, quand on regarde la verticalisation, je sais qu'il y a un acteur important là-dessus, et
on se demande comment il peut passer demain vers un remboursement. Puisque, comme je vous l'ai dit, s'il ne rentre pas dans ces critères-là, ben, il sort de tout remboursement. On pose souvent la question de Permobile. Ben, moi, je n'ai pas d'éco de Permobile. On sait, oui, effectivement, quand on voit le prix d'un F5 de chez Permobile, on est loin de ces prix-là. Donc, on se demande comment il va être. Je ne peux pas vous dire. Mais effectivement, lui, pour avoir le remboursement demain, comme tous les fabricants, vont devoir répondre aux specs minimum exigés dans cette catégorie et il ne pourra pas commercialiser son produit, lui le vendre au prestataire, plus de 18 471 €. Et le fauteuil, in fine, ne pourra pas être remboursé plus que 21 000 €. S'il ne rentre pas dans ces specs-là, il n'est pas remboursé du tout. Concernant les prescripteurs, on est comme à l'heure actuelle, c'est classique, MPA, équipe pluridisciplinaire et accord préalable. Les poussettes évolutives, base et tout ça, bon, là je ne rentre pas plus dans les détails, il n'y a pas plus de détails à donner, à part au niveau du prescripteur, ce qui va être intéressant, ça ne change pas non plus grand chose. Base et poussette standard, on reste sur le médecin généraliste et l'ergothérapeute. Par contre, concernant la poussette évolutive, on est MPR en équipe pluridisciplinaire avec pas d'accord préalable. Donc là, on a le dossier qui est finalisé, on a la prescription. On peut déjà entamer entre guillemets la commande et d'avancer sur le fauteuil, la poussette évolutive en l'occurrence. Les cycles, les tricycles, c'est là où par exemple c'est intéressant de cet aspect, comme je vous l'ai dit, économique des choses. Donc on va demander au tricycle d'avoir des options de série dessus. Et je peux vous donner des exemples. Ils vont devoir avoir de série différents types de guidons, différents types de pédales, différents types de selles, des maintiens, même de série dessus. Donc on va devoir demande d'équiper davantage un tricycle, mais en plus, il ne pourra pas le vendre plus que 1 353 €. Comment vous dire que demain, des tricycles avec assistance électrique, en prise en charge, il y en aura, à l'heure actuelle, on m'a dit qu'il n'y en aurait plus. On verra peut-être avec l'option de vie, mais à l'instant T, moi clairement, j'ai un Vermeuren qui m'a dit, lui, son tricycle à assistance électrique, pour le moment, il n'a pas de moyen de trouver un remboursement. Et Schumann, pour ceux qui travaillent du Schumann, en tricycle, c'est pareil, qui sont des super produits, mais effectivement qui ont des prix un petit peu plus élevés. Le type de prescripteur là-dessus, on est sur MPR, médecin DU appareillage ou ergothérapeute en équipe pluridisciplinaire, mais pas d'accord préalable. Quand même le délai d'attente. Et surtout la certitude qu'il soit pris en charge. Les scooters. On retrouve encore cette dénomination ABC, donc ce qui va indiquer un scooter plus intérieur, mixte ou extérieur. Par contre, la vraie chose qui change, c'est que là, on est sur un code qu'on appelle générique. À l'heure actuelle, les scooters remboursés, ce sont des inscriptions en nom de marque. Inveker, Vermeuren. Vous allez prescrire le scooter Léo d'Inveker ou le scooter de Vermeuren. Là, demain, en fait, les fabricants vont inscrire les scooters dans telle ou telle catégorie. Ça veut dire qu'il y aura toujours les acteurs que vous connaissez à l'actuel, mais demain, il y aura beaucoup plus de scooters parce que d'autres fabricants vont pouvoir inscrire des scooters avec des remboursements. Donc, il y aura déjà plus de choix de scooters remboursés demain. Les modalités de prescription, ce sont les mêmes que les électriques et les mêmes qu'à l'heure actuelle. Là aussi, ça change. Le renouvellement d'un fauteuil qu'il est déjà à l'heure actuelle, qu'il aura demain ou qu'il achète demain et qu'il renouvellera dans 5 ans. Le but du renouvellement à l'identique, entre guillemets, du renouvellement de fauteuil qui ne change pas de catégorie, genre à l'heure actuelle il est sur un AE2, on fait un renouvellement, on peut avoir la prescription du généraliste. Le but c'était parfois de s'épargner la visite en centre, le MPR pour les délais, ces choses-là. Donc demain c'est la même chose, seulement il reprécise bien la notion de renouvellement à l'identique. Et je l'ai mis en rouge, donc ça c'est le texte. Elle se caractérise par une nouvelle prescription d'un VPH de même catégorie, de même modèle ou sa nouvelle version, le modèle est arrêté mais un modèle le remplace, et de même configuration, il le précise, qui intervient à l'issue de la période de prise en charge de 5 ans et en réponse aux besoins inchangés d'un patient. Demain il est sur un modèle de fauteuil, il est sur un Q300, il ne pourra pas passer sur un Forest. Voilà, si je te l'ai donné comme ça, même s'il est dans le FREP. Ce n'est pas, il y a tout qui doit être identique. Il avait un lift avant, il ne veut plus de lift après, ce n'est plus la même configuration. Et de même configuration, notamment sur les configurations avec des prises en charge.
doutez bien que s'il y a demain, on verra, mais je vais rentrer dans les détails des options, mais les repose-jambes électriques vont être pris en charge. Donc tout ça, à la caisse, ils verront que ce n'est plus les mêmes prises en charge, donc ça fera un rejet. Ils n'ont pas spécialement précisé ça. Je pense que c'est vraiment si ça change dans les options remboursées. La largeur d'assise, on la règle sur le fauteuil, elle est sélectionnée. Par contre, on va être sur le même modèle, même catégorie et même configuration des adjonctions remboursées. La largeur, a priori, ne rentre pas là-dedans. Par exemple, sur un fauteuil barrière. C'est pas grave, on refait l'évaluation. Oui, on reprend tout depuis le début. En fait, comme je l'ai dit, le but de ce renouvellement, c'est, entre guillemets, si le besoin est inchangé, c'est de ne pas repasser devant le MPR. On lui fera économiser du temps, parce qu'avec ce qu'il aura à faire des rattrapages, des bouchons qu'il aura eu, il sera bien content, mais c'était d'épargner le passage devant un MPR, l'accord préalable et tout ça. C'était de gagner du temps, en fait, dans le renouvellement du fauteuil. Demain, s'il veut changer, il pourra. C'est juste qu'il faudra refaire tout le parcours d'évaluation. Et pareil, on me parle, oui, mais on a toujours le cas, enfin on a toujours, moi en 10 ans, j'en ai pas eu beaucoup, mais on a toujours le renouvellement anticipé. Oui, il précise dans le décret qu'il y a possibilité d'un renouvellement anticipé. Comme pour tout, s'il y a une évolution morphologique ou pathologique, effectivement, on ne va pas le laisser sur un fauteuil qui est plus adapté à cause... Donc c'est possible avec un argumentaire comme on le fait à l'heure actuelle. Et comme les fauteuils doivent tenir 5 ans, ils ont quand même réévalué les forfaits SAV, donc ça c'est quand même intéressant, puisqu'on sait que les réparations coûtent quand même cher, les pièces coûtent cher, et ils ont simplifié beaucoup de choses. Il n'y a plus, pour ceux qui suivent un petit peu les forfaits pour leurs patients, donc à l'heure actuelle par exemple il y a le forfait roue, forfait sellerie. Demain en fait ils ont simplifié ça, donc demain c'est un forfait pour les fauteuils roulants manuels, qui est passé à 260 au lieu de 177 en l'occurrence. Sur les électriques aussi, il a été énormément revalorisé, on le sait que les pièces électroniques coûtent cher. Les poussettes et batteries, ça je tiens à le préciser, ça a été reprécisé dans une annexe récemment. Donc c'est l'achat d'une batterie, c'est-à-dire que dans le cadre d'un remplacement de batterie plomb-gel, on pourra facturer les 2 forfaits. Donc c'est-à-dire qu'il y aura 700 € de prise en charge pour les batteries. Donc demain, clairement, on n'a plus ce problème de renouvellement des batteries. À l'heure actuelle, je le sais, je l'ai pratiqué, c'était toujours du dépassement, des choses comme ça. Demain, possiblement, ça sera pris en charge intégralement. Par contre, les batteries lithium, ils ont précisé qu'un seul forfait. S'il y a une batterie lithium, il ne pourra utiliser que 350 €. Pareil, la prescription. Dans le texte, dans le décret, il ne précise nulle part l'obligation d'avoir une prescription ni un accord préalable pour quelconque forfait qui soit là. Avant, il y avait pour le forfait électrique à 333 € une demande d'accord. Demain, il n'y a plus de demande d'accord préalable ni de prescription. Alors, les prescriptions, ce n'était pas une obligation, ça on le sait. Par contre, demain, même pas d'accord. Et l'autre chose beaucoup plus simple pour tout le monde, le patient, vous, le prestataire, quand se renouvelle ces fameux forfaits, à date d'anniversaire de quand on a déclenché, on oublie, demain, année civile, donc au 1er janvier, les forfaits se remettent à 0. Donc ça, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer, surtout quand il change de prestataire ou qu'il a utilisé un forfait, on ne sait plus quand. Au moins là, c'est beaucoup plus clair. Et du coup, pour les fauteuils qui sont actuellement déjà achetés, Les codes actuels vont être écrasés et remplacés par ceux-là. Donc la personne est sur un fauteuil manuel, il aura le droit à ce forfait. Elle est sur un fauteuil électrique, il aura le droit à ce forfait. s'ils rentrent dans les nouvelles catégories, ou même... Non, mais ça n'a pas d'importance. Ça écrase les codes actuels. Donc à partir du 1er décembre. C'est-à-dire que si la personne a utilisé son forfait cette année, le forfait actuel que l'on a, les 2 forfaits, ça ne se cumulera pas. C'est s'il a utilisé ses forfaits. Au 1er décembre, quand le décret va apparaître et que ça va être écrasé, ça ne réinitialise pas. Ils vont se réinitialiser au 1er janvier du coup. Attention, vous avez une bonne vue. Je pense qu'au fond, ça va être compliqué pour vous. C'est le moment de revisiter l'ophtalmo. Ah, je ne pouvais pas tout faire rentrer et faire du format Non, sinon j'aurais eu 4 diapos pour que vous voyez clair. Puis il y avait des places devant en même temps. Je n'ai pas dit d'aller au fond. Alors assez simplement, ce sont les adjonctions et les adjonctions qui vont être prises en charge. Et options qui vont être prises en charge. Je vais vous le faire assez simplement, je vous explique juste comment il est constitué. En fait, vous avez les différentes adjonctions et options prises en charge. Effectivement, une base de remboursement soumise à un PLV, non décorrélé de la base de remboursement. Et ensuite, on a les différentes catégories en fait, de VPH
Et effectivement, on voit que les deux premières catégories, donc les fauteuils non modulaires, les très basiques, n'ont strictement aucune possibilité d'avoir d'option ou d'adjonction prise en charge. Et ça démarre après sur les fauteuils dits de la famille des modulaires, donc les manuels, électriques et tout ça. Et là, je vais vous la faire assez rapidement, mais donc effectivement, on retrouve encore l'appui-tête, supplément appui-tête réglable, donc une prise en charge pour un appui-tête un peu plus spécifique. On va retrouver aussi l'adjonction repose-jambes électrique droite et gauche pour les fauteuils roulants électriques. Maintenant, il y a une prise en charge pour les repose-jambes électriques sur les fauteuils roulants électriques. On a la tablette qui est prise en charge. Moi, j'attire votre attention sur cette fameuse nouvelle dénomination, les PAP, produits d'assistance à la posture. Et donc effectivement, ils ont dissocié les membres supérieurs des membres inférieurs. Demain, on va pouvoir effectivement avoir un dossier J avec un coussin PhysiPro, par exemple. Oui, c'est des choses qui devront être possibles d'être effectuées, puisque finalement, ça sera deux produits d'assistance à la posture différentes, membres supérieurs des membres inférieurs. J'attire votre attention quand même sur une chose, la seule option non cumulable, elle correspond à la PAP du membre supérieur avec l'appui-tête. Puisque techniquement, ça rentre dans le même cadre. Donc ça va être soit il a besoin que d'un appui-tête un peu réglable et pas forcément, on va dire, de positionnement pour le coup, on restera, je pense, sur l'appui-tête. Par contre, si on a besoin de choses un peu plus spécifiques, effectivement, on va partir sur le PAP membre supérieur. Je ne sais pas si tu as des précisions là-dessus, ça a évolué. Moi, j'ai pas vu d'évolution. C'est resté pareil. Je suis dans le vrai. Bon, ça va, ça fait depuis un petit moment, donc je suis content. Donc ça, voilà, vous ne pourrez pas cumuler, c'est au choix. Et donc ça devra rentrer, du coup, le dossier et l'appui-tête. En l'occurrence, s'il y a les deux, devront rentrer dans le forfait à 600 €, puisque c'est remboursé avec un PLV. Pas de dépassement possible. Bon courage, les gars. Bon courage, Laurent, là-dessus, de tout faire rentrer. Mais on verra après que ça va quand même faciliter pas mal de choses. Ensuite, on rentre dans les AAP, les assistances à la propulsion. Donc, commande uniquement par l'accompagnant. Là, ça va être type via mobile, clairement. Donc, ils vont être pris en charge intégralement à 3005. Et on va avoir les AAP à commande uniquement par l'utilisateur. Donc, vous avez vu tout à l'heure le produit de Sunrise à 6 000 € qui va rentrer dans ces adjonctions et qui va être intégralement pris en charge. Tout comme si je cite un autre, pour rendre un peu tout le monde équitable, mais vous allez avoir le Minotaur qui rentre dans cette catégorie-là, ou le iFix qui rentre dans cette catégorie des AAP à 6 000 €. Donc demain, ces adjonctions-là, options-là, vont être prises en charge intégralement. Et je rentre après dans les modalités de prescription, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a un supplément pour les fauteuils roulants manuels bariatriques. Oui, enfin, il y a quand même un supplément là-dessus, 700 €. On retrouve toujours la prise en charge de la double main courante et du levier latéral. Merci, monsieur Arnas. Le levier de basculement. Bon, pour ceux que ça ne parle pas, c'est l'aide pour monter les trottoirs ou les franchissements. Des petites pédales qui sortent du châssis des fauteuils manuels, vous appuyez, ça aide à basculer. Il y a une prise en charge qui sera faite dessus. Ensuite, tout ce qui est commande personnalisée pour les fauteuils roulants électriques, donc par exemple la tierce personne ou des commandes un peu spéciales, mais qui rentrent dans les 1 500 € de prise en charge. On voit effectivement apparaître la prise en charge d'un lift sur les fauteuils roulants électriques. On retrouve également un supplément bariatrique pour les fauteuils roulants électriques et les scooters. Le harnais 4 points pour la poussette évolutive, la ceinture 2 points pour la poussette standard et, ça va intéresser ceux qui font de l'oxygénothérapie, le portéole ou le support d'oxygénothérapie effectivement pris en charge. Et là on verra, effectivement ils ont rajouté ces adjonctions sur devis, c'est ce dont je vous parlais. Donc en gros des options qui ne trouveraient pas leur place dans ces catégories-là passeront sur du devis. Avec possiblement une prise en charge, accord préalable, soumettre un accord préalable, on verra comment. En fait, il n'y a pas la prise en charge du devis, mais en plus, on est obligé de refaire le devis. Et il faut refaire sans le devis, sur mesure. Et oui, parce que le dossier est constitué comme ça. Au niveau des caisses, la prescription, comment ça se passe? Alors, le texte précise ça, les adjonctions et options sont prises en charge pour un VPH à l'achat, je reprécise hors FMP ou FMPR, ou même en location longue durée, et peut être facturé concomitamment ou postérieurement au VPH. Vous comprenez tous le terme concomitamment ou postérieurement, soit, et je pense que ça va être le cas dans 90% des cas, au moment de l'acquisition du renouvellement du fauteuil,
Effectivement, le lift, on ne va pas aller l'installer 2 ans après, hein, on va le prévoir de suite. Par contre, par exemple, une PAP. Votre AME actuel, ça arrive souvent, la personne est sur un fauteuil, ça évolue et 2 ans, 3 ans après, on va équiper, c'est possible. Et donc ce forfait va être renouvelable, soit, hélas pour une AME, si c'est au moment où vous achetez le fauteuil, c'est 5 ans. Si vous l'avez fait après, c'est pas 5 ans, mais ça peut être au moment du renouvellement du VPH. Donc au changement de VPH, vous allez pouvoir changer la PAP, mais sinon c'est 5 ans. Par contre, autre chose très intéressante, il précise que les options vont être prescrites en gros en concordance avec le VPH. Autrement dit, le type de prescripteur qui aura fait la prescription du VPH sera celle qui fera la prescription des options et des adjonctions. Qui peut prescrire un FRMC? Qui peut prescrire un FRMA? Qui a suivi? Qui peut prescrire un châssis pliant actif, un cadre rigide, un FRM? Les ergothérapeutes. Demain, les ergothérapeutes pourront prescrire de la PAP, de l'AME. C'est le texte. Je ne dis pas que vous le ferez peut-être, mais en tout cas, vous pourrez le faire. Ensuite, quel prescripteur pour une AAP? Donc les assistances à la propulsion, comme je vous l'ai dit, type VIA, type 90 de Sunrise que vous avez vu là tout à l'heure. C'est la même démarche qu'à l'heure actuelle, c'est l'évaluation équipe pluri et accord préalable. Ensuite, vous allez me dire, ils vont tout prendre en charge, les devis dépassement. Il y a une petite enveloppe, 10 millions d'euros national. Autant vous dire que c'est comme les OPCO, premier arrivé, premier servi. Et si vraiment ils acceptent tous les devis de dépassement, ça va être compliqué. Donc voilà ce qui est précisé. Il précise que la mention manuscrite doit être indiquée. Je certifie que le besoin de compensation n'est pas couvert par les options ou adjonctions définies dans la présente nomenclature et nécessite la prescription d'une option ou adjonction spécifique sur devis. Donc voilà, il y a vraiment un truc spécifique. Donc c'est pour ça, si ça ne passe pas dans l'accord, il va falloir refaire une prescription et refaire le devis, puisqu'elle ne correspondra plus à la demande. En cas de désaccord, ça ne peut pas provoquer un dépassement. Non, le fauteuil gratuit pour tous, ça ne rentre plus là-dedans du coup. Et d'ailleurs, si les fabricants suivent un petit peu, c'était d'ailleurs un des problèmes qu'il y avait, puisque à l'heure actuelle, jusqu'à cet été, ils ne voulaient pas entendre de dépassement du tout. On ne savait même pas ce qu'on pouvait mettre sur devis. Finalement, ils ont accepté durant l'été, là, apparemment le 20 juillet, ils ont accepté le fait que, par exemple, une commande au souffle, parce que le texte initial, si vous voulez un peu de détails pour vous dire à quel point c'est quand même chiant et tordu ce truc, à la base, il disait, comme il existe l'adjonction boîtier de commande personnalisé à 1500 €, c'est au fabricant de se démerder, on va parler simplement, de faire rentrer des commandes personnalisées, donc une commande au souffle, à rentrer là-dedans. À 1500 €, une commande au souffle ou du contrôle d'environnement, ça ne rentre pas. Donc au début, c'était ça. Ils étaient coincés pour avoir fait le tour des fabricants, notamment Sunrise à Bilbao, Life, Inveker. On a été voir tous ces fabricants-là. Dans la case devis, ils ne pouvaient quasiment rien mettre. Finalement, ça s'est débloqué. Donc ça rentre dans le cadre devis. Mais une fois de plus, c'est avec une enveloppe et sous accord. Et si il n'y a pas cette prise en charge-là, jusqu'à maintenant, on ne pouvait même pas mettre sur la ligne du fauteuil un dépassement, puisqu'on va à l'encontre de la volonté politique du fauteuil gratuit pour tous. Donc on se questionnait de se dire, mais moi le patient, il a envie d'une option qui n'est pas prise en charge, il a les moyens de l'acheter. On ne pouvait même pas lui facturer sur la facture du fauteuil. Le prestataire se disait, on va devoir faire des factures de pièces détachées pour que la personne puisse savoir ce qu'il veut en fait. Donc là, ça passe sur devis, donc c'est pas forcément beaucoup mieux, mais c'est toujours mieux que rien. Petite info, pareil, c'est pour la culture, puisqu'on entend parler, mine de rien de ça, de la remise en bon état d'usage, autrement dit, la prise en charge en remboursement d'un fauteuil d'occasion. Je ne parle pas de la location courte durée avec l'option d'achat, c'est demain, on a des fauteuils d'occasion. Attention, ces fauteuils d'occasion devront néanmoins être conformes à la future nomenclature, donc il n'y aura pas 50, mais effectivement, c'est ce texte-là. Ils l'ont validé. Pardon, les Anglais m'appellent maintenant, ça va se réformer là-bas aussi. Donc ils ont validé le fait qu'il y aurait de la remise en bon état d'usage. L'annexe du 20 juillet le précise, donc ils ont rajouté la mention FRM remise en bon état d'usage. Seulement il n'y a aucune tarification qui est faite là-dessus. Et j'ai envie de vous dire une chose, autant sur le format actuel avec effectivement des fauteuils neufs avec des dépassements,
des fauteuils chers, des fauteuils actifs où il y avait qu'une prise en charge à 500 et quelques euros et qui pouvait monter à 6000 euros. Ça aurait peut-être pu avoir du sens, mais demain, vous l'avez compris, le fauteuil qui est remboursé est intégralement remboursé. Donc là, quelle que soit la catégorie de fauteuil, à part de se dire, moi je veux rester dans l'objectif développement durable, donc je veux un matériel d'occasion, je ne veux pas acheter du neuf, ça va concerner que ces personnes-là, parce que demain tous les fauteuils seront intégralement pris en charge, du moins ceux qui rentrent dans les inscriptions. Voilà la petite aparté remise en bon état d'usage. Et tout le monde ne pourra pas faire ça, c'est une certification bien à part. C'est-à-dire que même Jérémy, demain, avec la meilleure volonté qu'il soit, il faudra qu'il passe une certification et des audits pour pouvoir prétendre à pouvoir vendre du matériel d'occasion avec toute la traçabilité qui est exigée là-dessus, les garanties assurées, ces choses-là, puisqu'il devient, entre guillemets, un peu fabricant du produit. Donc ça aussi, très peu iront là-dessus. Et c'est tout pour moi, je pense que c'est déjà pas mal. Merci.